L'histoire que je vais vous raconter se déroule dans le monde des puissants. Un monde peuplé de grands banquiers, de ministres, d'agents secrets, de marchands d'armes, d'intermédiaires douteux, de juges opiniâtres et de journalistes trop curieux. C'est une histoire qui met à nu les mécanismes secrets inhérents à l'exercice du pouvoir. C'est une histoire rare. Le monde des puissants ne nous donne à voir que ce qu'il veut bien montrer. Les coulisses du pouvoir nous sont interdites. Nous n'y sommes jamais invités. Sauf quand un dérèglement du système, une fissure, déchire la forteresse des secrets de la République. C'est là que je vais vous conduire. Dans une nébuleuse dont vous n'avez vu que les flammes, l'avant-scène. Un tribunal transformé en arène. Le 21 septembre 2009 aurait dû être un jour ordinaire. Mais il s'ouvre sur un barnum qui fait trembler les milieux politiques, monter l'adrénaline des chroniqueurs judiciaires et qui, partout, alimente rumeurs et discussions de comptoir. C'est le procès de l'année qui va commencer dans tout juste 1 heure au palais de justice de Paris, celui de la ténébreuse affaire Clearstream. Avec au rang des prévenus, un ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, et 4 suspects accusés de complot contre Nicolas Sarkozy avant l'élection présidentielle. Le chef de l'État lui-même est partie civile dans ce procès qui va durer 1 mois. Tout commence en 2004. Le juge Renaud Van Ruymbeck reçoit d'un mystérieux corbeau la liste des prétendus détenteurs de comptes secrets à la banque luxembourgeoise Clearstream. Une banque luxembourgeoise où figurent des personnalités suspectées de dissimuler à l'étranger de l'argent de commissions occultes. Le nom de Nicolas Sarkozy y figure. Dans le plus grand secret, Dominique de Villepin diligente plusieurs enquêtes sur ces listings. En fait, ces listings sont des faux, mais personne ne cherche alors à stopper la manipulation. C'est ce qu'on reproche aujourd'hui à Dominique de Villepin. L'enquête s'oriente rapidement vers Imad Laoud, un informaticien que l'on suspecte d'avoir forgé le faux document. Je ne suis pas le falsificateur, je n'ai pas rajouté les noms, ça c'est l'affaire de Gergorin, de Rondeau et des autres. C'est tellement loufoque, ça veut... y a rien. Je suis ici par la volonté d'un homme. Je suis ici par l'acharnement d'un homme, Nicolas Sarkozy, qui est aussi président de la République française. J'en sortirai libre et blanchi. Quelques applaudissements fusent. Celui qui est soupçonné de complicité de dénonciation calomnieuse a lancé sa défense. Elle sera politique. Nicolas Sarkozy, lui, est dans l'avion en vol pour New York. Loin de cette agitation judiciaire, une jeune journaliste, Vanessa Ratignier, a passé des mois à explorer tout ce qui concerne notre histoire. Un travail laborieux. 80 000 pièces d'instruction à examiner, des dizaines d'interviews à lancer, 20 ans d'histoire à reconstituer. Je vous appelle car je fais une enquête sur l'affaire Clearstream. J'ai lu votre livre, j'aurais beaucoup aimé qu'on puisse en parler ensemble. Après des mois, son travail croise celui d'un homme qui a passé sa vie à enquêter sur les coulisses du pouvoir. Pierre Péan a 30 livres enquête derrière lui. Des livres qu'il a écrits dans sa cabane, loin de l'effervescence parisienne. Son réseau d'informateurs et son expérience vont permettre à la journaliste de cheminer dans ce labyrinthe. C'est vrai que sur ces listings, on a les plus grands industriels, on a des hommes politiques de tous bords, on a des grandes personnalités, des avocats, des hommes des médias, on a des hommes du renseignement, on a des personnalités internationales, des mafieux russes, ou du moins des supposés, enfin. Je crois que s'il n'y avait pas eu d'affrontement entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin, je crois que l'affaire n'aurait pas du tout pris cette ampleur. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui fait qu'une affaire devient une affaire d'État. Tous les jours, il y a des dysfonctionnements dans l'appareil d'État, et certains dysfonctionnements attirent les journalistes, attirent la classe politique, et ça fait les unes et les unes et les unes. C'est quand même une alchimie tout à fait mystérieuse. Finalement, quand on rentre dans ces listings et qu'on s'intéresse aux différents noms qui sont cités, ça nous permet vraiment de pénétrer dans tous les lieux de pouvoir. Absolument. Le procès Clearstream s'est achevé comme il avait commencé, sur une déclaration de Dominique de Villepin.
Nicolas Sarkozy avait promis de me pendre à un croc de boucher. Je vois que la promesse a été tenue. Le procureur réclame 18 mois de prison avec sursis contre Dominique de Villepin. Que retiendra-t-on de ces 5 semaines d'audience? Des peines de prison ferme ont été requises contre Jean-Louis Gergorin. Je ne suis pas le personnage qui est décrit par ce jugement. J'ai cru à l'authenticité des listings informatifs, des listings Clearstream transmis en 2003 et 2004. Imad Laoud est lui condamné à 3 ans, dont 18 mois ferme. Imad Laoud, dont l'implication dans la machination ne fait guère de doute. C'est souvent comme ça avec les grands procès. Ils servent à dire le droit, pas toujours à établir la vérité. Là, rien sur la société Clearstream, la finance et les paradis fiscaux. Rien sur les contrats d'armement, l'argent noir, les commissions et les rétrocommissions. Rien sur les zones grises d'un système au cœur duquel ces hommes se sont entretués. Juste cette odeur de haine, entre individus d'un même monde. Pourtant, cette affaire est passionnante. Reprenons toute l'histoire au début. Sept ans avant le procès, un matin d'octobre 2002, un inconnu sort de prison. Cette affaire Clearstream, elle démarre pour moi le 7 octobre 2002. C'est une date importante pour moi pour 2 raisons. D'abord, j'ai 35 ans ce jour-là. Et puis surtout, je sors à 13h15 de la maison d'arrêt de la santé, où j'étais en détention provisoire dans un dossier qui n'est toujours pas jugé, donc ça fait 11 ans maintenant. Je sors, je n'ai pas de sous, je suis seul. Ma femme vient me chercher à la sortie de la maison d'arrêt. On est lundi, c'était le lundi 7 octobre 2002. À cette époque, personne ne connaît encore le nom d'Imad Laoud. Issu d'une famille de militaires chrétiens libanais, Imad Laoud se réfugie en France à 14 ans pour échapper à la guerre civile qui ravage son pays. Accueilli dans les beaux quartiers parisiens, Imad Laoud fréquente les meilleurs établissements. C'est un élève doué. Il obtient 2 DEA, l'un en physique des solides, l'autre en probabilité et processus aléatoires. Ce cursus lui vaut une embauche à la banque Merrill Lynch. À Londres, la City affectionne les mathématiciens de l'Hexagone. Le premier Imad Laoud se dévoile dans le documentaire d'Éric Rochant, Traders. Un trader, c'est un joueur. C'est quelqu'un qui parie sur des scénarios. Moi, personnellement, de par l'expérience que j'ai vue à Londres, puisque j'ai travaillé en fait dans la City pendant presque 4 ans, je crois que les banques emploient des parieurs. Dans la vie d'un trader, on peut avoir deux approches. La première, c'est rechercher le trade qui va vous rendre célèbre. Ça, c'est une approche. Il y a une deuxième approche qui est de dire il faut que j'évite le trade qui va me mettre au tapis. Ils sont ainsi les traders. Ils jouent des millions, mais ils jouent, avant tout. Dans cette histoire, il nous faut garder à l'esprit que le plaisir du jeu est une caractéristique profondément ancrée dans la personnalité d'Imad Laoud. Après 4 années à Londres, Laoud a de l'argent, roule en Ferrari. Il rentre à Paris rejoindre sa femme. Anne-Gabrielle Heilbronner est énarque, inspectrice générale des finances. C'est une fille de bonne famille. Son père, François Heilbronner, est l'un des hommes influents de la finance française. Ancien chef de cabinet du jeune ministre de l'Agriculture Jacques Chirac en 1972, il sera en 1975 puis en 1986 son directeur de cabinet adjoint à Matignon. En remerciement pour ses bons et loyaux services au clan chiracien, François Heilbronner prendra la présidence du géant des assurances, le groupe GAN. En 1996, Imad Laoud, bientôt père de famille, quitte la City pour rentrer à Paris et retrouver les Heilbronner. Je viens de rentrer de Londres. C'était
un rêve d'enfant, donc j'ai travaillé dur à Londres et puis ensuite je l'ai vendue. Vous voyez, elle est encore immatriculée anglaise, hein, et je l'ai revendue parce que c'était insupportable. Avec un enfant, on peut rien faire, et puis ça coûte tellement cher à entretenir que ça fait partie du mythe, ça fait partie de la vie londonienne. Bon, c'était des années où on gagnait bien notre vie. Au sein de sa belle famille, l'ancien trader prend de l'ampleur, change de costume et devient le deuxième Imad Laoud. En 1997, il embarque son beau-père dans la création d'un fonds spéculatif à très haut risque, le fonds Voltaire. 40 millions d'euros hébergés dans un paradis fiscal, les îles Vierges britanniques, et géré par HL Gestion. H comme Heilbronner, L comme Laoud. Le beau-père assure la présidence, Laoud la gestion. La stature du haut fonctionnaire rassure les investisseurs. Gann, Fortis, comme les AGF, y injectent des millions. À partir du moment où il va monter effectivement un fonds, il ne va avoir aucune difficulté parce qu'il est patronné, parce que sur son front, c'est pas Laoud qu'on voit, c'est Heilbronner et Chirac. L'ancien directeur de cabinet de Chirac à Matignon, l'ancien président du GAN, une personnalité respectée dans le milieu. On voit Chirac, on voit donc le plus haut. Bah oui, on voit le plus haut du pouvoir. Hein, on fait confiance. Voilà, en fait, on lui fait confiance. Mais à l'été 2000, après 3 ans d'existence, le fonds Voltaire accuse des dizaines de millions de pertes. Pendant la crise du Nasdaq, en fait, qui démarre à peu près en février 2000, le fonds fait faillite, puisque c'était un fonds à effet de levier. Et là, pour le coup, donc, le fonds est fermé et il ne se passe pas grand-chose jusqu'en juin 2002. Donc il y a un magistrat qui s'appelle Isabelle Prévost-Després qui m'interroge au pôle financier, me met en examen et me jette en prison. Donc en juin 2002, vous vous retrouvez en prison parce que le fonds d'investissement que vous avez monté... Voilà, a fait faillite et on m'a accusé d'avoir abusé en fait les investisseurs parce que je ne leur ai pas dit que les investissements étaient risqués, etc. Il y avait 5 investisseurs, c'était tous des grands professionnels. Il y en a un qui a disparu depuis, c'est Fortis. Bon, il a disparu parce qu'il a fait de mauvais investissements ailleurs. Moi, il a perdu 3 millions d'euros chez moi, mais il a dû perdre plusieurs milliards en faisant des bêtises sur ce qui a provoqué la crise. Oui, voilà, sur les subprimes, absolument. Bref. J'ai rencontré des grands pipoteurs, des grands enfumeurs, mais je crois qu'à ce niveau-là, le journaliste est complètement désarmé face à un mec comme ça. Et il faut faire extraordinairement attention, puisque par définition, il comprend toujours ce que toi tu cherches. Et donc, il va vite comprendre comment te clouer au sol là, en te balançant des choses qui sont crédibles dans ton propre univers. Laoud justifie la faillite par la crise du Nasdaq, une version contredite par le dossier d'instruction. Les différents réquisitoires évoquent des faux et des usages de faux, du recel, des abus de confiance aggravés, une escroquerie en bande organisée. François Heilbronner et Imad Laoud sont mis en examen. Le beau-père échappe à la prison, Imad, lui, est placé en détention provisoire à la santé. 108 jours durant lesquels Imad enfilera son 3e costume, celui du repris de justice. En octobre 2011, l'affaire n'est toujours pas jugée. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a 43 millions de dollars qui s'envolent. 42 millions de dollars qui s'envolent. Théoriquement, quelqu'un qui n'est pas patronné comme ça, sa vie est cuite complètement. Et il n'est plus question de rebondir, en tout cas pas avant longtemps et pas dans le même pays. Eh bien lui, il fait quelques semaines de prison. Sa femme ne l'a pas lâché, son milieu ne l'a pas lâché. Il peut revenir. Ce que je veux dire, c'est qu'un type comme ça, s'il n'était pas dans cette famille, s'il n'avait pas ces patronages, c'est un mec cuit. Un mec cuit. Eh ben non, c'est pas un mec cuit. L'image, le Heilbronner Chirac est plus fort que escroc. Avec la mise en examen dans le dossier Voltaire, Imad Laoud a carbonisé son beau-père. François Heilbronner est alors à la retraite.
Imad Laoud, lui, a encore un avenir à construire et des rêves de puissance. Il va maintenant utiliser son frère aîné Marwan, qui est l'enfant prodige de la famille. Un polytechnicien qui n'avait que 23 ans quand il a rejoint le cercle très fermé de l'armement. Le 7 octobre 2002, je sors à 13h15 de la maison d'arrêt de la santé. Et la première chose que je fais, j'appelle mon frère Marwan, qui à l'époque était adjoint de Jean-Louis Gergorin, lui-même vice-président exécutif de ADS. Donc j'appelle Marwan en lui disant « Voilà, je viens de sortir, j'aimerais bien te voir, j'ai pas d'argent, aide-moi, comment je vais faire pour m'en sortir ?» Donc on est lundi, c'était le lundi 7 octobre 2002, et je le vois le mardi, le lendemain, il m'invite à déjeuner chez EADS, donc à la Popote, au 7e étage, entre guillemets la cantine de la direction. Le 7e étage de ADS est un lieu ultra privé où déjeunent les grands patrons. Ceux d'Airbus, Eurocopter, Daimler, Lagardère. C'est là que se réunissent les stratèges, les décideurs et les actionnaires du 2e groupe mondial de défense et d'aéronautique, la plus prestigieuse vitrine industrielle de l'Europe, qui pèse alors 30 milliards d'euros par an. Parmi les dirigeants de ADS, Marwan Laoud, le grand frère providentiel d'Imad, celui qui va lui permettre de rencontrer l'autre personnage principal de notre histoire, Jean-Louis Gergorin. Je ne suis pas le personnage qui est décrit par ce jugement. J'ai cru à l'authenticité des listings informatiques, des listings Clearstream transmis en 2003 et 2004. L'homme qui est le principal accusé de l'affaire avait jusque-là tout réussi. Considéré comme un brillant esprit, stratège du groupe ADS, Jean-Louis Gergorin est, depuis l'âge de 27 ans, au plus haut sommet du pouvoir, familier des grands hommes politiques, des chefs des services secrets et des journalistes les plus en vue. Tiens, j'ai des choses pour toi. J'avais suivi l'affaire Clearstream en ne comprenant rien. Par contre, la seule chose dont j'étais à peu près sûr, c'est que Gergorin, le rôle qu'on lui attribuait n'était pas le bon. J'avais l'image, moi, de quelqu'un qui était vraiment très service public, genre de moine soldat, avec le drapeau, avec tout ça, et ce qu'on lui faisait jouer, puis avec une grande morale, une éthique républicaine, et donc le rôle qu'on lui attribuait dans le procès m'allait pas du tout. Qu'est-ce qu'il avait à faire, lui, à faire tomber Sarko, faire tomber je sais pas qui, donc ça collait pas. Et donc, j'ai cherché à partir de ce moment-là à le rencontrer, mais sans savoir où j'allais. Au début, je l'ai écouté plusieurs heures sans savoir. Quand avez-vous entendu parler pour la première fois d'Imad Laoud? La première fois que j'ai entendu parler d'un frère de Marwan, ça se place peu après le 11 septembre 2001. On parle du 11 septembre, qui est évidemment quelque chose qui est extrêmement important pour nous, à la fois en tant que citoyens, mais aussi en tant que responsables de ADS, parce que ça avait des conséquences dramatiques sur le trafic aérien, sur la société. Il me dit, tu sais que j'ai un frère qui est financier, et selon lui, il y a eu des délits d'initiés qui ont précédé le 11 septembre. Bon. Ça m'a frappé, je trouvais ça intéressant. Et puis j'avais quand même 10 000 autres soucis en tête. Il ne m'en parle plus de ce frère, dont il n'a même pas dit son prénom. Et juin 2002, Marwan, qui est donc mon principal adjoint, que je vois tous les jours, il arrive complètement défait dans mon bureau, mais complètement défait. Et il me dit, mon frère est en prison. Je lui dis, attends, ton frère qui et tout ça. Et il me raconte, il ne me dit pas que son frère est malhonnête, ni qu'il est honnête. Mais le sentiment, c'est que son frère, il donne le sentiment que son frère est un type très brillant, un petit peu imprudent. Il est avant tout dévasté. Et donc j'essaie de le conforter. Puis début octobre, je vois Marwan dans la matinée. Il me dit, une très bonne nouvelle, mon frère a été libéré hier. Et il me dit, il vient déjeuner tout à l'heure.
Ça serait pas mal si tu pouvais passer éventuellement. Il souhaite se réhabiliter, il semble qu'il sait des choses sur les financements d'Al-Qaïda. Je me suis souvenu après coup, pas sur le moment de l'histoire du délit d'initié, j'avais demandé à Marwan qui me dit oui, c'était bien à lui que je faisais allusion. Pour moi, c'est un geste d'amitié normal qu'il me demande de passer et de faire la connaissance de son frère, je vais le faire. On a d'excellentes relations avec Marwan. Marwan était à l'époque responsable des fusions-acquisitions chez EADS, travaillait dans le département stratégie et coordination que dirigeait Jean-Louis Gergorin, et donc c'était un adjoint de Jean-Louis Gergorin depuis 4 ou 5 ans. 24 heures après sa sortie de prison, Imad Laoud est donc introduit auprès de Jean-Louis Gergorin, l'un des hommes les plus influents de l'industrie de la défense et de l'aéronautique européenne. Je les trouve tous les deux, ils me présentent Imad. Alors Imad, je trouve un garçon évidemment qui paraît quand même fatigué, ça on sent qu'il ne venait pas de passer 3 mois dans la Riviera, hein. Mais vif, extraordinairement sympathique, un peu timide. Avant que de l'interroger sur ses affaires d'Al-Qaïda, ou de ce qui pouvait aider sur le financement islamique, je lui dis « Expliquez-moi votre affaire ». Son histoire était très convaincante, qu'il n'avait évidemment pas piqué un sou, mais qu'en revanche, il avait été imprudent en mettant tous ses œufs dans le même panier, qui était le panier des valeurs Internet. D'où le fait que les investisseurs avaient tout perdu. Puis, en gros, c'était une explication qui tournait autour de cela, mais ce n'est pas tellement le détail technique de son explication, en plus je n'étais pas compétent, mais c'est le personnage, je l'ai trouvé touchant et convaincant. Il m'a tout de suite dit « Passez-moi votre CV, je vais vous aider ». Voilà. À l'époque, je ne savais absolument pas ce qu'avait fait Jean-Louis Gergorin dans sa vie, je ne savais pas ce que c'était que le CAP, je ne savais pas qu'il connaissait Dominique de Villepin, qu'il connaissait Philippe Rondeau, que c'était quelqu'un qui est sorti totalement esquinté de la guerre froide, enfin, etc., etc. Jean-Louis Gergorin est ce qu'on appelle un grand commis de l'État, l'un de ceux qui conseillent présidents et ministres. Énarque, major de Polytechnique, l'homme est fiable, parfaitement efficace, totalement dévoué. Du personnel d'entretien au grand commis de l'État, autoconditionnement ou attitude naturelle, on a l'impression que tout ici est fait avec calme, réflexion et pondération. En 1973, il participe à la création d'une structure de prospective au sein du ministère des Affaires étrangères, réunissant l'élite des diplomates, des universitaires, mais aussi des services spéciaux. On l'appelle le CAP, Centre d'analyse et de prévision. Son objectif, étudier les grands enjeux géopolitiques mondiaux pour mieux anticiper les positions de la France. Nous contribuons à la réflexion, à l'élaboration de la politique étrangère. Je crois qu'il est important, pour ne pas mélanger les genres et pour justement nous donner une certaine indépendance par rapport aux politiques passées ou en cours, de ne pas nous charger en même temps d'une tâche de négociation. Nous n'avons aucun intérêt, je vais dire, de prestige ou d'institution à défendre une politique qui est celle-là même que nous sommes chargés de mettre en œuvre. Et je crois que ça nous donne une beaucoup plus grande indépendance. Et aussi, je pense qu'il est important que nous soyons en quelque sorte redondants par rapport au reste du ministère, justement pour fournir un éclairage indépendant au ministère. Les présidents changent et Jean-Louis Gergorin prend la tête du CAP. Sous Pompidou, Giscard puis Mitterrand, il renforce ses pouvoirs et son influence. Au fil des ans, il s'entoure d'une élite en devenir, dont 2 hommes qui sont eux aussi au cœur de notre histoire. Un jeune énarque, Dominique de Villepin, un officier du renseignement, Philippe Rondeau. Ils ont 30 ans, ils sortent à peine de l'école, et puis c'est un moment qui est très important dans une carrière. Les liens que tu tisses à ce moment-là sont fondamentaux. C'est un truc très révolutionnaire qui a été fait par rapport à la diplomatie classique. Ces petits jeunes de 30 ans sont plus connus que des vieux barbeaux de diplomates qui ont 50 ans. Il y a une tradition au Quai d'Orsay, c'est de se méfier toujours des services secrets.
les ambassadeurs classiques faisaient semblant de ne pas lire les dépêches parce que un diplomate ne s'abaisse pas à ce niveau-là, alors que des types comme Jean-Louis Gergorin vont utiliser toutes les possibilités, vont nouer des liens avec les services secrets. Donc le CAP est quelque chose de totalement original dans l'appareil d'État français. En 1984, Jean-Louis Gergorin décide de quitter le CAP. Il sait que le futur se construit à l'échelle de l'Europe, dans cette zone grise qu'est l'industrie de la défense. Il trouve sa place dans le groupe de Jean-Luc Lagardère, Matra, le fabricant de missiles. Eh bien, l'arrivée des missiles a incontestablement tout révolutionné parce que les missiles sont de plus en plus concentrés, condensés. Ils sont petits, vous voulez dire? Ils sont petits et ils permettent à l'avion d'abord d'assurer ce qu'on appelle la supériorité aérienne. Aucune guerre, je crois, moderne n'a été ou ne peut être gagnée sans que l'on détienne la supériorité aérienne. Sur un stand français, on propose des missiles en jaune, rouge ou bleu au même prix. Ça a été vraiment un changement de vie parce que le Centre d'analyse de prévision avait, Pierre, vous le savez bien, un certain succès médiatique. Donc, effectivement, quand je suis parti chez Matra, je me souviens que Jacques Amalric a fait un petit entrefilet, un petit article dans Le Monde sur le rôle que j'avais joué, etc. Enfin, j'étais un petit peu dans l'environnement des gens qui comptaient en politique étrangère, en doctrine de défense, etc. Et là, je suis vraiment complètement replongé pendant pas mal d'années, si vous voulez, je me suis immergé dans l'industrie. Lorsqu'Imad Laoud rencontre l'ancien diplomate, devenu le stratège du groupe EADS, il sait parfaitement qu'il est face à un homme au fait de sa puissance. L'ancien trader joue ce jour-là son destin. Alors Imad me fait un grand numéro, je veux me réhabiliter, j'ai fait des erreurs, mais des erreurs, pas de malhonnêteté, je veux servir mon pays, je me souviens toujours. La France est mon pays, je veux servir mon pays. Il a dit ça avec beaucoup de force, je veux servir mon pays. Ça, je me souviens encore de cette phrase. Et donc, de façon assez elliptique, mais enfin quand même, il m'a dit qu'il a géré dans les années 90 des comptes de la famille Ben Laden, mais qu'il ne sait pas très bien à qui s'adresser dans les services. Est-ce que c'est la DST, est-ce que c'est la DGSE, me dit-il, et qui peut l'introduire. Et Marouane redit, mais c'est pour ça qu'on voulait un peu te demander ton avis, parce que tu connais un peu ces gens-là, etc. Un des plus gros clients de la banque pour laquelle je travaillais, qui était la banque américaine Merrill Lynch, était la famille de Ben Laden, qui est une famille extrêmement honorable. Quand on sort l'élément singulier qu'est Oussama Ben Laden de la famille, c'est une famille extrêmement honorable en Arabie Saoudite. C'est des entrepreneurs, ils ont plusieurs types d'activités, dont une activité financière qui gère en fait le fonds de pension de la famille. Et ce fonds de pension, en fait, était un de mes clients. Et donc, l'idée de Jean-Louis Gergorin, c'était de travailler alors, entre la DST et la DGSE pour les éclairer sur les mécanismes financiers de cette famille. Et donc, voilà, c'est Jean-Louis Gergorin qui m'entraîne et qui me prend rendez-vous avec le général Rondeau pour la première fois. I want Tim Hill, I want justice. There's an old poster out west, as I recall, that said wanted, dead or alive. Dans cette période post-11 septembre, alors que les services du monde entier traquent le plus grand terroriste de l'histoire, la promesse de Laoud fait de lui un homme important. Après avoir utilisé son frère Marouane, séduit Jean-Louis Gergorin, il va rencontrer le général Rondeau, celui que l'on surnomme le maître espion français. En près de 40 années dans les services de renseignement, le général Rondeau a construit sa légende dans les carnets secrets de la République, de Bucarest à Washington, de Khartoum à Kaboul, de Paris à Beyrouth, de Bagdad à Moscou. Avec l'explosion de l'affaire Clearstream, on découvre le visage émacié du général de division, âgé de 70 ans, Saint-Cyrien, ancien commando parachutiste et docteur en sociologie. Il a un profil extraordinaire, Rondeau. Il est d'abord, c'est un intellectuel qui rentre après dans un service secret, mais dans le service action.
Donc, un intellectuel, action déjà. Action, c'est les opérations... Mais les opérations spéciales. Hein. Le service action, c'est le bras armé de la DGSE qui, elle-même, la DGSE, c'est grosso modo le bras armé de la France. Hein. C'est quand il le faut, il y a des opérations spéciales qui sortent de la légalité apparente pour aller, y compris, déstabiliser un pays, tuer un chef d'État, piquer des documents. Disons, le service action, c'est l'illégal légitimé par la raison d'État. Le général Rondeau entre en 1965 dans les services spéciaux. Il est officier au service action du SDEC, l'ancêtre des services de renseignement extérieur français. Chef de poste en Roumanie, en 1975, les services le perdent de vue 3 jours durant, alors qu'il doit rendre compte de son emploi du temps heure par heure. On le soupçonne d'avoir été retourné par la Securitat, on l'interroge. Il n'a rien pour se justifier, il est débarqué des services spéciaux. Depuis, il consigne tout ce qu'il fait dans des carnets secrets, carnets qui deviendront la pièce maîtresse du procès Clearstream. Il est soupçonné de trahison et vidé du SDEC. Et donc il va être récupéré, c'est très important pour comprendre l'amitié entre Gergorin et Rondeau, il va être récupéré par le CAP, par Jean-Louis Gergorin. Gergorin va participer à une nouvelle enquête pour dire que tout ce qui avait été, toutes les accusations portées contre Rondeau étaient fausses. D'où le lien fort entre Gergorin et Rondeau. Et il se trouve qu'en février 1979, je suis devenu le patron du centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, et je me suis dit que Rondeau pourrait être une recrue intéressante sur le monde arabo-islamique, où il avait visiblement une compétence considérable. Et donc je l'avais recruté. Nous sommes tout à fait proches, il fait partie de mon équipe, dont font partie au même moment différentes personnes, dont Dominique de Villepin d'ailleurs. La mayonnaise prend très bien, et in fine, Philippe Rondeau rencontre Yves Bonnet, directeur de la DST, que je connaissais également, qui lui demande s'il peut travailler à temps partiel pour la DST. Donc il va faire après une carrière aux côtés de la DST, ça ne s'est jamais vu. Quelqu'un en plus qui a été considéré à un moment comme un traître, blanchi, et qui devient le principal conseiller ou un des principaux conseillers de la DST. Il y a pas mal d'attentats qui ensanglantent Paris au début des années 80, et c'est vrai que Rondeau est un personnage clé. Je pense que c'est le personnage qui, à l'intérieur de l'appareil d'État, connaît le mieux les véritables menaces secrètes contre la France, à partir du milieu des années 80, les menaces terroristes contre la France. C'est celui sans doute qui est capable de le plus d'analyser, que ce soit les menaces iraniennes, que ce soit les menaces du Hezbollah, les groupes pro-palestiniens, les Abou Nidal, les Carlos et tout ça, c'est sans doute le meilleur connaisseur de tout ça. La longue carrière de Philippe Rondeau est faite de coups d'éclat. La libération d'otages en Libye et au Liban, le démantèlement de réseaux terroristes à Paris, l'arrestation de Carlos en 1994. Mais Philippe Rondeau a aussi ses regrets. L'échec de la libération des moines de Tibérine, la traque ratée des criminels de guerre serbes. Après cette longue carrière, le gouvernement Jospin lui crée un poste sur mesure, conseiller pour le renseignement et les opérations spéciales auprès du ministre de la Défense. Après avoir servi sous Alain Richard, il conseille Michel Alliot-Marie. Donc pour moi, Rondeau était l'expert par essence qui allait pouvoir savoir où fallait orienter Imad Laoud, ce qu'il fallait en faire. Je lui dis, c'est le frère de Marouane, ça me dit quelque chose, j'ai dû rencontrer le père, ça me dit quelque chose, faites-moi passer un CV. Je vais le cribler, je me souviens, il me dit ça quelque part en novembre. Et vous faites quoi, vous, du coup? J'attends, vous savez, je retrouve un peu goût à la vie, je renoue avec ma famille, mon fils qui avait 4 mois quand j'ai été incarcéré, je vais chercher les enfants à l'école, je réfléchis, j'essaye, et puis j'attends. Le vice-président exécutif de ADS me propose de m'aider, je me dis, bon, c'est pas gratuit. S'il l'a fait, c'est qu'il a un job à me proposer, donc j'espère. En décembre, je pense, Marouane m'en reparle.
Alors je crois qu'Imad a voulu chercher à me joindre, mais sans succès. Mais Marouane m'en reparle en me disant, tu sais, il est vraiment convaincu que ces renseignements peuvent être très utiles, où est-ce que tu en es, etc. Je lui dis, écoute, j'en ai reparlé à Rondeau, je vais lui en reparler. Et effectivement, je revois Rondeau début janvier, et Philippe Rondeau dira après, d'ailleurs notamment lors du procès Clearstream, qu'il avait demandé conseil à un de ses amis libanais très introduit dans le milieu du renseignement moyen-oriental, qui lui avait recommandé Imad Laoud. Bien entendu, il s'est renseigné sur moi, il avait quelques personnes auprès de qui me connaissaient, des personnes qui ont travaillé dans le renseignement au Liban et qui sont des camarades de promotion de mon père à l'école militaire. Il s'est renseigné auprès d'eux, ça donc il me l'a dit plus tard, et donc il m'a bien, comme on dit dans le jargon des services, il m'a criblé à l'époque, oui bien sûr, oui. Vous savez auprès de qui il s'est adressé? Je sais, mais je ne vous le dirai pas. Bon, c'est Johnny Hebdo, je suppose, c'est son parrain. C'est ce qui est le plus probable, oui. C'est ce qui est le plus probable. C'est un ancien patron des services secrets libanais, c'est un ancien ambassadeur du Liban en France, c'est un personnage très important. Rondeau, sa spécialité, c'est le Proche-Orient, mais surtout à partir du Liban. Donc, au fond, il a criblé le personnage par rapport à des gens qu'il connaissait. Ces gens qu'il connaissait, c'est grosso modo de la famille, de tout ça. Donc on voit bien aussi, ça montre encore la fragilité de système, même avec des gens qui l'ont fait de bonne foi, qui sont des spécialistes. Mais on s'aperçoit aussi que même les spécialistes peuvent se tromper. On a quand même un phénomène qui est très particulier avec Imad Laoud. À chaque fois qu'il pénètre un nouveau cercle de pouvoir, il bénéficie finalement d'une caution. Il me fait penser à des grands espions, qu'ils soient du KGB ou de la CIA, alors qu'il est tout seul. D'habitude, les grands espions, ils ont derrière des grosses machines. Lui, il est tout seul. Mais l'une des questions quand même d'Imad Laoud, c'est est-il vraiment tout seul tout le temps? Mais le problème, même au moment de la prison. Le jour où une affaire, il n'y a plus de point d'interrogation, c'est un de ceux que tu poses, il n'y a plus d'affaire. Et donc, ce qu'il y a de bien dans cette histoire-là, c'est qu'il y a un personnage qui est finalement très romanesque, dont on ne comprend rien de ce personnage. Et ça, c'est un des éléments intéressants de cette affaire aussi. C'est un mystère. Quand justement vous allez voir pour la première fois le général Philippe Rondeau, vous savez qui vous allez voir? Non, mais pas du tout. Je ne savais pas que c'était, soi-disant, le maître espion qui, pour moi, plus tard, allait s'avérer être quelqu'un de très décevant. Moi, je m'attendais à voir un militaire en uniforme, etc. Et bien, pas du tout. Je vois un homme en civil, d'un certain âge, très gentil, qui ressemble en vieux à Mr. Bean. Les grands manipulateurs ont un point faible. Le mépris pour ceux qu'ils trompent leur fait sous-estimer le danger de leur position. La manipulation, la belle, la vraie, a quelque chose de l'œuvre, mais elle peut être fatale. J'ai voulu jouer avec eux. Je ne dis pas j'ai accepté de jouer avec eux, je dis j'ai voulu jouer avec eux, parce que je suis joueur, et on ne m'a pas forcé, enfin on ne m'a pas menacé en me disant si tu ne joues pas avec nous, tu vas retourner en prison, ou... Non, on me l'a naturellement proposé. Alors peut-être ils avaient, dans le fameux criblage qui a été fait, peut-être qu'ils se sont dit, tiens, il est un peu fragile à ce moment-là, il est joueur, il est un peu peu regardant, si je peux dire, et donc voilà, c'est la bonne recrue pour telle opération. Mais en tout cas, j'ai volontiers voulu jouer avec eux. Et alors, parfois ils ont été plus forts, parfois j'ai été plus fort, et finalement on a tous perdu. Pour l'heure, 4 mois après sa sortie de prison, tout fonctionne parfaitement pour Imad Laoud. Je ne sais pas qui au final a manipulé l'autre. Est-ce que Philippe Rondeau m'a manipulé ou est-ce que c'est moi qui ai fini par le manipuler dans cette affaire? Je ne sais pas, pour l'instant c'est encore partagé. Mais en tout cas, si Philippe Rondeau a cherché à me manipuler pour me faire faire des choses, il a réussi puisque j'étais complètement séduit à l'époque. Formidable tour de passe-passe. En joueur averti, Laoud manie l'art de brouiller les pistes. La vérité, il faut la chercher ailleurs, dans un document officiel. Dès ses premiers contacts avec Laoud, le général Rondeau rend compte à sa ministre, Michel Alliot-Marie.
Objet, opération Oussama Ben Laden. Sur la recommandation d'une de mes sources arabes, activée dans le cadre de la lutte antiterroriste, j'ai eu un contact, le 15 janvier dernier, avec une personne qui souhaitait me donner des informations très sensibles sur les structures financières d'Oussama Ben Laden. La personne en question avait été l'un des conseillers financiers d'Oussama Ben Laden, et il connaissait, jusqu'à une date récente, les montages que celui-ci avait réalisés pour faire fructifier sa richesse. Elle avait été en contact direct avec Oussama Ben Laden plusieurs fois, la première remontant à février 2001. Elle était disposée, sans aucune contrepartie, mais ses motivations sont assez complexes, à nous dévoiler la partie des structures financières dont elle avait connaissance, documents à l'appui. Considérant que j'étais incapable techniquement de recueillir et d'évaluer ces renseignements, j'ai organisé une rencontre avec le général Dominique Champsio et Alain Juillet le 17 janvier, à l'occasion d'un dîner où avait été convié mon informateur. Donc, il y a ce dîner chez Tante Marguerite. C'est un dîner assez impressionnant dans la mesure où j'y allais sans savoir à qui j'allais avoir affaire. Je savais que le général Rondeau était là et ils avaient loué un salon privé. Et donc il y avait trois personnes. Il y avait Philippe Rondeau, il y avait à sa gauche le général Dominique Champsio qui était directeur de cabinet de Pierre Brochand, donc le directeur général de la DGSE. Et en face de Philippe Rondeau, il y avait Alain Juillet qui était à l'époque à la DGSE. Il était quoi déjà? Il était patron du renseignement. Donc on peut quand même estimer que je n'ai pas affaire à des bras cassés. Donc c'est trois grands pontes du renseignement, et donc là, il me questionne, il me pose plein de questions, des questions qui à l'époque me paraissaient totalement anodines, certaines farfelues même à l'époque, où je me disais mais je comprends pas pourquoi on me pose ça. Mais quoi comme question farfelue de la part de trois pontes du renseignement? Du style, est-ce que vous avez une idée où se trouve Oussama Ben Laden? Dans sa note du 20 janvier 2003 à Michel Alliot-Marie, le général Rondeau poursuit ainsi. Les données livrées par ce dernier ont facilement convaincu les représentants de la DGSE que nous avions devant nous non seulement une source d'une qualité exceptionnelle, mais également un expert de très haut niveau, susceptible d'analyser, voire de pénétrer ce monde trouble de la haute finance. Naturellement, la DGSE et moi-même, bien conscients que l'on ne doit pas s'engager dans une opération dont les tenants et les aboutissants peuvent, en partie, nous échapper, en entraînant des conséquences politiques dommageables, ne serait-ce que dans les complexes relations franco-libanaises, nous prenons toutes les précautions pour exploiter le filon Mahdi, sans donner prise à une possibilité d'instrumentalisation ou de manipulation de sa part. C'est quoi l'enjeu pour vous, ce dîner-là? Qu'est-ce qui se joue pour vous? L'enjeu pour moi, il est retrouver du travail. Ni plus, ni moins. À ce moment-là. Quand on entend une réponse comme ça, c'est assez déstabilisant. Mais du coup, soit effectivement, il sort de prison et il cherche juste du boulot et il a une opportunité de travailler dans les services de renseignement comme il aurait travaillé finalement dans n'importe quelle boîte. Enfin, est-ce qu'il fait ça pour se réhabiliter auprès de sa famille? Est-ce qu'il fait ça juste pour continuer à jouer, s'inventer une nouvelle vie, une vie d'espion après ça? Mais attends, pourquoi tu mets soit? Au fond, notamment les personnes intelligentes, tu ne peux pas les réduire. Tu peux pas, on n'a pas une motivation. On voit bien que c'est multiple. Il a plein de choses dans la tête. C'est quand même assez particulier. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on retrouve chez lui la volonté de se refaire, la reconnaissance sociale, le besoin de vengeance, l'amour du jeu. Il faut que ce soit un personnage compliqué pour être au centre d'une telle affaire. Et je pense que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas réduire, qu'on ne peut pas analyser de façon rationnelle. Et donc, il faut le prendre dans son ensemble et surtout pas de chercher à le disséquer. Donc finalement, le dîner touche à sa fin, donc avec Général Rondeau, Dominique Champsio, Alain Juillet. Je suis recruté et je suis clandestin. Dans les semaines qui suivent, Imad Laoud est adressé à un agent secret de la DGSE, un homme qui a pour nom de code Antoine. Celui-ci devient, selon le terme consacré dans les services, l'officier traitant d'Imad Laoud. L'homme verra Laoud clandestinement et régulièrement, afin que celui-ci livre les informations dont il dispose. À chaque entrevue avec Laoud,
Antoine rédige des comptes rendus. Le 24 février 2003, Imad Laoud déclare avoir rencontré à 3 reprises Oussama Ben Laden, qu'il décrit comme un individu un peu simple d'esprit, mais très méthodique, ne pouvant rivaliser sur le plan financier avec ses demi-frères, notamment Yeslam. Imad Laoud déclare avoir mis à l'abri au Liban chez sa mère et 2 de ses amis d'enfance des documents relatifs à des opérations financières réalisées pour le compte des réseaux Ben Laden. Il propose, sans contrepartie, de les remettre au service. Antoine précise que cette entrevue a lieu le 3 février 2003 dans le bureau du général Rondeau, au ministère de la Défense, de 15h à 16h45. Si Imad Laoud réussit à convaincre Rondeau, c'est que Rondeau, il a beau être une extraordinaire mécanique, intellectuelle et un des meilleurs connaisseurs, il a aussi un ego, quelque chose à trembler d'excitation à l'idée qu'il serait peut-être dans le monde celui qui capturerait Ben Laden, ou en tout cas qui aurait participé à la capture de Ben Laden. Et ce que fait Imad Laoud, c'est de vendre ça à la France et de vendre ça à son représentant, qui est Rondeau. Un chef n'est jamais en rapport avec une source, jamais, parce qu'il faut toujours prendre de la distance, il faut toujours croiser. Eh bien, il prend le risque. Pourquoi Rondeau prend le risque? Mais voilà, c'est pas n'importe quelle source aussi. Elle est oui. présentée par Jean-Louis Gergorin. Oui, mais cette source, c'est le frère de Marwan Laoud. Elle est crédibilisée par beaucoup de monde, mais c'est plus encore que cette crédibilisation par des personnages importants, c'est aussi qu'on lui propose Oussama Ben Laden. C'est facile finalement d'intégrer l'espionnage français? Écoutez, à l'époque, voilà, j'en sais rien. Moi, ça s'est fait comme ça. J'en sais rien. Je ne sais pas. Même la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, pense peut-être déjà aux bénéfices à retirer d'une telle promesse. Une piste solide sur Ben Laden scellerait la réconciliation avec l'Amérique de Bush, alors engagée en Irak, et à qui la France a dit non. L'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. Trader à Londres, gestionnaire de fonds de pension à Paris, détenu à la santé et désormais agent secret pour les services, Imad Laoud patine son art. L'amour du jeu, le goût du risque et l'adrénaline le portent toujours plus haut. Et le mensonge prend si bien que le général Rondeau demande à Gergorin de fournir à Laoud un travail et un salaire chez EADS. Autrement dit, une couverture. C'est quand même pas illégitime, c'est un sujet majeur, l'antiterrorisme, etc. Donc je reçois Imad Laoud, qui me parle beaucoup, qui me dit tout de suite, qui me remercie, qui me dit tout de suite qu'il a vu la DGSE, et qui se met à me parler énormément. Je veux dire qu'il me bluffe, il me donne le sentiment qu'il est déjà totalement à l'aise à la DGSE. Je petit déjeune avec Jean-Louis, hystérique, 15 minutes, montre en main, il bouge dans tous les sens, etc. Et là, il me dit, bon, combien il vous faut? Pardon? Combien il vous faut? Je lui dis, écoutez, voilà, bon, peut-être 3 000 € par mois. Bon, ok, très bien, je vous en donne 5 000 hors taxe. Merci. Et voilà, j'ai un contrat de 5 000 € hors taxe. Donc me voilà, pour résumer la situation, clandestin à la DGSE, sous contrat de consultant avec EADS, qui en fait me paye pour pouvoir subvenir à mes besoins et donc travailler pour le bien de l'État français. Voilà. Le traitement opérationnel d'Imad Laoud par la DGSE peut maintenant commencer. Nous sommes le 26 février 2003. L'officier Antoine rédige son premier compte-rendu de terrain. Déroulement chronologique. 15h. Arrivée de l'officier traitant au point de rendez-vous, place de la Madeleine. 15h05. Imad Laoud se présente au point de rendez-vous, au volant de son véhicule personnel. 15h08. Arrivée au parking souterrain des Galeries Lafayette. 15h10. Début des entretiens. Ambiance détendue. Imad Laoud était de bonne humeur,
en raison des perspectives professionnelles qui se dessinent et s'est excusé du ton professoral lorsqu'il explique les montages financiers. Sujet traité, récupération des documents à Beyrouth. 16h10, rupture du contact, départ d'Imad Laoud. 16h15, départ de l'officier traitant. Dans la cartographie que je devais réaliser pour la DGSE, il y avait, on va dire, deux parties. Il y avait la description des opérations financières dont j'ai eu à connaître pour la famille Ben Laden, c'est-à-dire le fonds de pension qui s'appelait Globe Investment Limited, qui gérait en fait la fortune familiale. Et puis l'autre partie, essayer de récupérer des intitulés de comptes bancaires de Merrill Lynch, par lesquels Merrill Lynch a compensé des opérations financières. Pour pouvoir exploiter les documents qu'il dit posséder au Liban, Laoud doit suivre la circulation de l'argent des Ben Laden de banque à banque et de pays à pays avant le 11 septembre 2001. Or, un organisme interbancaire avec lequel Laoud a travaillé lorsqu'il était trader conserve la trace de toutes les transactions effectuées par les banques entre elles dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle une chambre de compensation. Elle est basée au Luxembourg. Elle s'appelle Clearstream. Pour tous, l'affaire Clearstream est une énigme. Pour les journalistes Pierre Péan et Vanessa Ratignier, cette histoire en cache une autre. Celle des pouvoirs politiques, financiers et militaro-industriels qui ont fait la France depuis 25 ans. Au commencement de l'affaire, il y a un homme, Imad Laoud. J'ai fait une carrière de trader en Angleterre, je suis rentré en France, je monte un fonds d'investissement qui marche très bien. Il y a 42 millions de dollars qui s'envolent. Le fonds est fermé, il y a un magistrat qui me met en examen et me jette en prison. Théoriquement, c'est un mec cuit. Je sors de la maison d'arrêt de la santé, je n'ai pas de sous, je suis seul. Eh ben non, c'est pas un mec cuit. Et la première chose que je fais, j'appelle mon frère Marwan, qui à l'époque était adjoint de Jean-Louis Gergorin, vice-président exécutif de ADS. Alors Imad me fait un grand numéro, je veux me réhabiliter, la France est mon pays, je veux servir mon pays. Et donc l'affaire pour moi démarre comme ça. Imad Laoud, l'ancien trader, affirme posséder des documents sur les finances d'Al-Qaïda. Un des plus gros clients de la banque pour laquelle je travaillais était la famille de Ben Laden. Dans cette période post-11 septembre, Imad Laoud est un homme important. Si Imad Laoud réussit à convaincre, c'est qu'il propose Osama Ben Laden. Après quelques réunions secrètes, Laoud intègre les services de renseignement. Il doit maintenant remonter les circuits de l'argent de Ben Laden. Il espère en trouver des traces au Luxembourg, dans la banque des banques. Il nous fallait l'annuaire des comptes chez Clearstream. Et Denis Robert l'avait. À la fin du mois de février 2003, Imad Laoud, l'ancien trader devenu agent de renseignement, s'apprête à aller au contact du journaliste Denis Robert. Le journaliste qui enquête depuis plusieurs années sur la chambre de compensation luxembourgeoise, Clearstream. 8h36, les choix de France Info, Nicolas Poincaré. Mais qui est donc vraiment Denis Robert? Denis Robert, l'homme qui depuis 10 ans est au cœur de l'affaire Clearstream, écrivain et journaliste. C'est lui qui avait fait la première grande enquête sur cette banque luxembourgeoise. Il a subi des dizaines de procès, plus de 60 procès je crois, puis il s'est retrouvé aux côtés de Dominique de Villepin dans le box en correctionnel. La Cour de cassation vient d'annuler 3 de vos condamnations. Les amendes sont annulées, les frais de procédure
vont vous être remboursés. Et ce matin, du coup, vous avez un bon sourire de vainqueur. Oui, non, mais j'ai toujours eu le sourire, hein, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que donc, la plus haute autorité judiciaire française, la Cour de cassation, 14 magistrats, après 2 ans de travail, en pesant le pour et le contre, disent que j'avais raison, que Clearstream est une boîte qui a vraiment, il y a un réel problème au niveau de la finance internationale avec cette boîte. Donc sachant que c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire politiquement? Ça veut dire qu'au cœur de l'Europe, protégé par un État comme le Luxembourg, il existe une nationale de la finance qui a dans ses comptes 10 000 milliards d'euros et qui pratique de la dissimulation, qui a 6 000 comptes ouverts dans les paradis fiscaux. Une fois qu'on sait ça et qu'on peut dire ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a donc 2 affaires Clearstream. La première, c'est l'enquête de Denis Robert, qui lui vaut d'être le journaliste français le plus attaqué pour diffamation, injure et calomnie. C'est l'enquête qui nous fait découvrir à tous l'existence des chambres de compensation. Et puis, il y a la deuxième affaire Clearstream, celle des listes de comptes falsifiés, dans laquelle le journaliste va être manipulé et emporté inexorablement. On me dit, vous êtes le type qui a... C'est à cause de vos livres que tout ça... Mais moi, je ne suis pas responsable, quoi. Je veux dire, le type qui invente l'amour, il n'est pas responsable du crime passionnel, vous voyez ? Si Denis Robert s'est retrouvé dans la spirale infernale d'un feuilleton judiciaire et médiatique, c'est que l'homme est habité d'une obsession pour les circuits opaques de la finance internationale. Et cette obsession a une histoire. Une histoire qui débute pour lui dans le début des années 90. À partir du début des années 90, le pouvoir financier monte en puissance dans l'équilibre avec les autres pouvoirs, que ce soit le pouvoir politique ou le pouvoir industriel, et qu'en plus, va y avoir très peu de journalistes qui vont s'intéresser au pouvoir de la finance. Et c'est là-dessus que va partir notamment Denis Robert. Il est un des premiers, sinon le premier, à avoir tenté de comprendre justement qu'est-ce qui se passait, et notamment les chambres de compensation, comment la criminalité pouvait s'installer dans ces systèmes, et c'est ce en quoi Denis Robert a fait figure de pionnier. Quand je suis à Libération, je suis un des seuls à m'intéresser aux affaires, c'est-à-dire à la démocratie, à la manière dont les partis politiques sont financés. Je sors des dossiers, des choses comme ça, et je me rends compte assez vite qu'il y a des constantes qui sont les paradis fiscaux. Tous les partis politiques français, en tout cas les Verts et le PC mis à part, parce que moi je n'avais pas travaillé sur eux, mais les autres avaient tous des financements qui passaient par les paradis fiscaux, ce qui est quand même énorme. Et c'est révoltant, et donc moi comme journaliste, je suis aux premières loges et j'ai envie de dénoncer ça, ce que je fais. Et dans ce début des années 90, l'Europe entière découvre, comme lui, l'ampleur de l'argent sale. Dans chaque pays, de gigantesques affaires de corruption éclatent. Aujourd'hui, quand le président du Conseil vient au Parlement parler de moralisation de la vie publique italienne, il se fait conspuer. En Italie, les juges lancent l'opération main propre contre la mafia. 1000 arrestations, une quarantaine de demandes de levée d'immunité parlementaire, 7 suicides et des entreprises phares du pays dans le collimateur des juges. En Allemagne, les révélations sur les financements occultes de la CDU font tomber Helmut Kohl. Aveu d'un homme qui fut le plus puissant d'Allemagne, le père de la réunification. En Russie, les oligarques du Kremlin émergent dans l'ombre de Boris Yeltsin. En France, les affaires de financement occulte éclaboussent les partis politiques. En Suisse, les législateurs se penchent sur le blanchiment de l'argent. Quant à l'argent de la drogue, on l'estime à cette période pesant plus lourd que l'ensemble des revenus liés au pétrole. De l'argent qui inonde les circuits de la finance mondialisée. Dans le tumulte des années 90, une nouvelle expression fait son entrée dans le dictionnaire, le blanchiment de l'argent sale. Une masse financière colossale qui s'insinue dans les bastions du CAC 40, gangrène les économies nationales et pourrit, à terme, les démocraties. Denis Robert prend conscience que les juges européens, portés par une même dynamique, s'attaquent enfin aux crimes financiers et qu'ils ne lâcheront pas. Denis est venu me voir en disant voilà, il y a quelque chose de frappant. Et il a eu l'idée de faire un tour d'Europe de ces magistrats. Et on voyait que de chaque pays avait des problématiques semblables. D'où l'idée, alors je ne sais pas qui, c'est les idées, on ne sait jamais qui en est le responsable, en tout cas c'est une discussion entre Denis et moi, de se dire on va essayer de demander de faire un appel
qui synthétisent tout ça, qui passent à la vitesse supérieure de se regrouper pour faire un appel. On a pensé à un manifeste, puis après c'est devenu l'appel, et il fallait trouver un endroit. Genève paraissait central, et c'est devenu l'appel de Genève qu'on a bricolé en trouvant l'université de Genève avec un fax dans un bureau. Il n'y avait pas de mail à l'époque, et donc voilà, ça s'est bricolé comme ça. C'est une première dans le monde de la justice européenne. 6 magistrats sont sortis de l'ombre. Chacun d'entre eux, dans son pays, enquête sur des dossiers sensibles. Il ne faut plus que le pouvoir politique mette son nez dans les transmissions judiciaires entre États. Il faut que les juges puissent travailler directement entre eux. Les outils que nous avons sont des outils artisanaux alors que nous avons affaire à une industrie. Ils se sont confiés à un journaliste, Denis Robert, dans un livre lancé aujourd'hui à Genève intitulé « La justice ou le chaos ». À l'ombre de cette Europe en construction visible, officielle et respectable, se cache une autre Europe plus discrète, moins avouable. C'est l'Europe des paradis fiscaux qui prospère sans vergogne grâce aux capitaux auxquels elle prête un refuge complaisant. C'est aussi l'Europe des places financières et des établissements bancaires où le secret est trop souvent un alibi et un paravent. Cette Europe des comptes à numéros et des lessiveuses à billets est utilisée pour recycler l'argent de la drogue, du terrorisme, des sectes, de la corruption et des activités mafieuses. Certaines personnalités et certains partis politiques ont eux-mêmes, à diverses occasions, profité de ces circuits. Nous souhaitons, au nom de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, la signature de conventions internationales entre pays européens, garantissant la levée du secret bancaire lors de demandes d'entraide internationale en matière pénale, émanant des autorités judiciaires des différents pays signataires, là où ce secret pourrait encore être invoqué. La justice ou le chaos, le choix est simple, j'ai fait le mien. L'appel de Genève porte à son paroxysme l'affrontement de deux mondes, celui du pouvoir judiciaire et celui du pouvoir exécutif. Le judiciaire fait trembler l'exécutif, lui, fait tout pour limiter le pouvoir des juges. C'est le combat de deux légitimités, un combat vieux comme le monde. Pour Denis Robert, le résultat dépasse ses espérances. Le voilà qui incarne l'alliance des pouvoirs judiciaires et médiatiques. Ce jour-là, quelque part dans une maison de la banlieue de Luxembourgville, un homme entend l'appel. C'est Ernest Bacchus. Dans les mois qui vont suivre, Ernest Bacchus et Denis Robert vont se rencontrer à plusieurs reprises. Moi, je découvre un type, il a une grosse barbe, il parle, j'ai l'impression qu'il est toujours un complot qui est ourdi derrière. Et en même temps, il me fascine assez parce qu'il a une grande connaissance de la finance et il connaît, il me parle de plein d'affaires, surtout les affaires italiennes. Et ça me fascine, quoi. On ne peut pas comprendre tout ce qui va se passer par la suite si effectivement on ne comprend pas la relation que j'ai avec lui. En fait, c'est une relation qui va durer. C'est sur le temps que ça se passe. Je suis très intrigué par ce personnage. Je sens qu'il est détenteur d'un savoir important. Je vais chez lui, et vous connaissez la maison, donc il y a des endroits où il a des archives, il a des tas de trucs. Et je lui demande qu'est-ce qu'il fait, il me dit j'ai travaillé pour des banques, et puis c'est avec le temps qui commence à me dire, mais je lui dis mais c'est pas vraiment une banque, et ça s'appelle comment? Ça s'appelle Clearstream, mais ça s'appelle Cedel, avant ça s'appelait Cedel. C'est quoi Cedel? C'est une centrale de livraison de valeurs mobilières. Moi je comprenais rien à toute cette histoire, quoi. Jusqu'à ma rencontre avec lui, je pensais que dès que un virement financier ou passer une frontière ou passer par les paradis fiscaux, on perdait toute trace de tout ça. Et qu'il y avait une telle vitesse des échanges, des transactions, qu'il n'y avait pas de mémoire de l'argent, quoi. Et à son contact, je me rends compte qu'il existe sur la planète, comme ça, des endroits, pas nombreux, puisque là, en l'occurrence, il n'y en a que 2,
qui sont ces fameuses chambres de compensation, qui sont avant tout des notaires, quoi, c'est-à-dire des gens qui enregistrent en permanence toutes les transactions financières. Tout de suite, ça m'intrigue. Je me dis, mais comment ça marche? Et je ne cesse de poser des questions à Ernest là-dessus. Et je comprends à un moment donné, je comprends plusieurs choses. Je comprends donc d'abord l'existence de ces boîtes, qu'elle fait de l'enregistrement de transactions financières, mais aussi de la conservation, c'est-à-dire qu'il y a des mémoires, qu'il y a des archives de tout ça. Il me dit plus précisément son rôle, il m'apprend l'existence des microfiches, il m'apprend l'existence des listings, etc. Et là, j'ai vraiment le sentiment qu'on a un truc qui nous brûle les doigts, quoi, qui est énorme. Parce qu'avant ce système-là, vous étiez obligé d'aller avec vos valises de billets, il y avait des problèmes de sécurité d'argent, etc. Donc c'est une révolution bancaire. Et c'est Bacchus qui me permet d'accéder à ça. Mais à un moment donné, je me rends compte que non seulement il y a bossé, mais il l'a fondé, quoi. On peut dire que j'ai bien contribué au concept d'origine. On a convenu, en créant les chambres de compensation transfrontalières, de centraliser à un endroit seulement les obligations et autres papiers valeurs pour la compensation, et d'un autre côté, d'acheminer dans le système l'argent nécessaire pour liquider ces opérations. Comme tous les gens qui le rencontrent, je suis d'abord un peu en retrait parce que c'est un personnage qui ne peut pas ouvrir une phrase sans faire une incise, qui elle-même est sur une troisième incise, etc. On a complètement perdu le fil, c'est un personnage un peu encyclopédique. Et en même temps, quand il déroule le fil de la chambre de compensation, j'ai pour moi un déclic qui est, mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, on nous explique qu'aujourd'hui tout est compliqué, on ne peut plus rien contrôler, etc. Et en fait, on a dans l'histoire des chambres de compensation un système qui était au départ transparent et qu'on a rendu opaque. La complexité a été voulue, a été créée, puisqu'au départ, vous avez, quand on achète des titres, etc., on envoie ça par la poste, il faut 15 jours ou une semaine pour recevoir le titre de propriété. Et un jour, on décide, grâce aux ordinateurs, de faire une espèce d'énorme ordinateur central. À l'époque, en 72-73, c'est le plus gros ordinateur commandé par IBM en Europe, donc c'est déjà une salle centrale. Et c'est une coopérative bancaire, et tout est transparent. Et petit à petit, on va voir les poches d'opacité grandir à l'intérieur de cette chambre de compensation. Donc ce qui est un instrument coopératif, transparent, de facilitation bancaire, devient petit à petit un lieu opaque, une boîte noire. L'histoire est la suivante, c'est-à-dire que Ernest se fait virer de la boîte en 83. Mais comme il a fondé cette boîte, c'est lui qui a fait embaucher des tas de gens là-dedans. C'est parmi les personnes qui s'occupent du courrier, il y a un ami d'Ernest Bacchus. Et donc cet ami va donner à Ernest le listing sous forme d'étiquette autocollante de tous les clients de la boîte. Et lui, avec sa femme, ça fait partie de la folie du personnage, il y a des gens là, qui font du tricot, il y a des gens qui regardent la télé. Lui, sur son laptop, comme il dit, sur son ordinateur, il va taper une à une toutes ces étiquettes. Et il a en même temps la liste des comptes publiés, c'est-à-dire que les adhérents de ce système reçoivent tous les mois une liste avec les comptes publiés. Si on fait la soustraction entre les listings intégrales, les étiquettes postales qu'a Bacchus et ce listing des comptes publiés, on a 1900 comptes à peu près non publiés. Et c'est ça, toute l'enquête, tout ce que je vais faire est fondé par ça. C'est-à-dire que là, si vous voulez, c'est parce qu'on me dit que j'ai pas de preuves. Mais c'est ça les preuves. Les preuves, c'est les documents, les étiquettes, je les ai vus, j'ai vérifié tout ça. Et c'est vrai que quand on commence à mettre le nez dans ces comptes, on trouve des choses absolument passionnantes.
on trouve que c'est pas que des banques, on trouve qu'il y a des multinationales qui ont des comptes là-dedans, on trouve qu'il y a 1900 comptes non publiés, dont beaucoup de ces comptes non publiés sont des sociétés offshore qui ont des comptes à Turkine Caicos, à Vanuatu, dans tous les paradis fiscaux de la planète. Bizarrement, ce sont elles qui ont beaucoup de comptes non publiés. Si on est non publié, ça veut dire qu'on veut cacher son existence. Pourquoi on veut la cacher ? Peut-être pour de bonnes raisons, mais peut-être aussi pour de mauvaises raisons. Denis Robert traquait l'argent sale. Il découvre le circuit de l'argent tout court. Clearstream, c'est 50 trillions d'euros qui passent en gros entre 50 et 60 trillions d'euros qui passent chaque année dans le système. Et c'est autour de 10 trillions d'euros de valeurs qui sont conservées dans le système. 1 trillion, c'est 12 zéros. Ça veut dire 50 000 milliards d'euros qui passent chaque année dans le système et 10 000 milliards d'euros qui sont conservés en valeur dans le système. Denis Robert propose donc à Ernest Bacchus de partager sa plume pour décrire le système, ses méthodes et ses trous noirs. Nous sommes en présence d'un système organisé qui a accompagné l'explosion des marchés financiers et s'est adapté au mieux des intérêts de quelques groupes clés. L'autocontrôle des marchés financiers par eux-mêmes et l'entente de quelques grandes banques et de multinationales cherchant à dissimuler leurs gains ont conduit à des dérives insupportables au détriment de la transparence des marchés. Cette transparence, qui est pourtant théoriquement le fondement même du libéralisme. Personne à long terme n'a intérêt à continuer à supporter ça. Dans cet univers présenté comme impénétrable, l'information circule en temps quasi réel. Le langage est codé, le non-initié tenu à l'écart, les règles rarement écrites ou communicables. Beaucoup, à l'extérieur de ce microcosme, font comme si les histoires de spéculation, de fusion ou de déplacement de masse financière n'avaient aucune influence sur nos vies. Révélation au pluriel. Quand un ancien banquier choisit un titre pareil pour son livre, la finance mondiale a peut-être du souci à se faire. Lorsqu'en plus il vient du Luxembourg, un pays où le secret bancaire est sacré au point d'être inscrit dans la Constitution, on peut s'attendre à un ouvrage explosif. Le système reposerait sur une double comptabilité. En principe, toute banque cliente de Clearstream dispose d'un compte officiel, on dit publié. En option, elle peut ouvrir un sous-compte non publié, plus souple, plus discret. Le succès des comptes non publiés a été fulgurant. 2 en 83, 2000 en 95, près de 8000 l'année dernière. Certaines banques en étaient curieusement friandes. Exemple, le Crédit Lyonnais. 17 comptes non publiés en 95, le record pour une banque française. Plus grave encore, une banque russe liée à la mafia, la banque Menatep, avait seulement un compte non publié. L'opacité totale garantie. Chez Clearstream, on dément en bloc et on attaque les auteurs du livre en diffamation. Tout ceci ne serait qu'invention malveillante et vengeance d'un ancien dirigeant licencié. Les comptes non publiés comme les comptes publiés sont de simples outils d'information qui permettent à nos clients de vérifier certains détails de leur compte, leur nom, leur numéro de code, avant d'envoyer une instruction. C'est aussi simple que cela. Simple, sauf lorsqu'on pose au grand patron ici à gauche des questions précises sur tel ou tel client. Là, pas de réponse. Question de déontologie, nous dit-on. Parmi les conséquences de la sortie de Révélation, il y a le fait que le Parlement français s'en empare à travers la mission d'information parlementaire de Vincent Payon et Arnaud Montebourg, qui donc enquêtent sur la lutte anti-blanchiment dans différents pays en Europe et qui, là, justement, vont annoncer que les révélations que vous faites sont fracassantes. La mission d'enquête, ça a été vraiment important. Ça a été important parce que là, il y a les politiques qui font leur travail. La mission parlementaire sur le blanchiment de l'argent sale veut entendre les auteurs du livre Révélation. Denis Robert et le financier luxembourgeois Bax, les auteurs, racontent dans leur ouvrage tout un système de comptes et de transactions bancaires susceptibles de dissimuler des pratiques illégales. Si nous avons souhaité vous recevoir aujourd'hui, M. Backès et M. Robert, c'est que dans le livre que vous venez de publier, vous abordez des questions qui sont au centre de nos préoccupations,
Là-dessus, évidemment, s'ouvre un abîme d'interrogations pour nous tous, mais comme vous avez plus réfléchi que nous à ces questions, quelle peut être l'utilité de ces comptes non publiés, non rattachés à des comptes publiés? Je suis convaincu que ceux qui n'apparaissent pas reliés à un compte principal, donc publiés à ce moment-là, c'est toutes ces adresses qui, dans le cadre d'une recherche d'une autorité quelconque, n'aimeraient pas qu'on les trouve membres d'une de ces chambres de compensation. Donc, alors, là, on va faire un essai. Donc, si on tape MENATEP donc, dans cette liste interne, et qu'on le système donc, va le chercher, et là, on voit donc que le compte 81 738 de Clearstream est bien le compte de la MENATEP. Il a été ouvert à Moscou le 16 mai 1997. A priori, cette liste, elle est disponible pour qui? Les membres du conseil d'administration? Non. Même pas. C'est une liste interne qu'on a récupérée, enfin qu'on n'a pas volée, mais qu'on nous a confiée parce que justement, sans doute, les gens qui nous l'ont confiée étaient scandalisés parce qu'ils avaient cru comprendre, et donc c'est un peu pour ça qu'on l'a eu. Maintenant, si on va sur le site internet de Clearstream et que donc on a la liste là, donc des clients par ordre alphabétique, et là il y a la liste des comptes. Il y a environ 7500 comptes qui sont les comptes publiés. Donc on en a à peu près 7500. Et si on va maintenant chercher la MENATEP, alors MENATEP, on ne va pas la trouver. C'est-à-dire, Clearstream a la tâche facile à ce moment-là de dire aux autorités qui s'amènent pour enquêter sur un compte de la MENATEP, écoutez, voilà nos listes. Il n'y a même pas de MENATEP chez nous. Le chiffre que vous nous avez donné, vous le confirmez, c'est-à-dire vous dites, il y a 15 000 comptes, c'est ça à peu près, bon, 15 000 comptes, dont 7 500 sont non publiés. Parce que quand nous prenons l'exemple de la MENATEP, nous prenons un exemple qui parle à l'oreille de chacun, mais j'imagine que 7 500, ce ne sont pas que des MENATEP, donc des institutions que l'on peut considérer, qu'elles soient des grandes sociétés maintenant, ou des banques, comme étant tout à fait, normalement, en accord avec les règles de transparence, etc., de diligence internationale, auraient elles-mêmes recours à ce système. Oui, bon, c'est ça que votre démonstration induit. Si vous voulez que je vous montre... je voudrais que vous nous montriez des numéros, enfin des comptes ouverts au nom de sociétés, que ce soit Unilever, Siemens... Voilà. Siemens, donc, qui est une société, une multinationale qui fait des TGV, etc., a donc un compte qui est le 77 054, qui est non publié. Unilever qui licencie en ce moment un peu partout, qui est une multinationale hollandaise. On voit aussi qu'elle a un compte non publié. Non publié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compte principal, quoi. Unilever est directement dans le système. Et pour pas qu'il y ait de jaloux, le groupe français Accor-Wagon-Lit a également un compte non publié. Monsieur Robert, est-ce que vous pourriez, j'ai une curiosité là-dessus, parce que c'est un sujet qui préoccupe d'ailleurs toutes les autorités publiques aujourd'hui, nous montrer cette prolifération des comptes qui seraient présents dans ce que l'on appelle les territoires offshore ou des paradis fiscaux. Est-ce qu'on peut avoir une visualisation de cela? J'ai trouvé une banque française tout à l'heure en préparant le truc. Voilà, la Natexis, qui est liée au réseau Banque Populaire, a un compte à Caïman. À Panama, il y a pas mal de comptes du Crédit Lyonnais qui sont non publiés aussi. Avec la sortie de Révélation, un vent de panique souffle sur le Luxembourg. Le Grand-Duché du Luxembourg est contraint d'ouvrir une enquête préliminaire. L'enjeu est de taille. L'activité bancaire représente, à l'époque, plus d'un tiers de son PIB. Le monde de la finance est horrifié. Clearstream est, avec Euroclear et Swift, l'un des 3 piliers de la mondialisation financière et de l'interconnexion de tous les marchés. Des enjeux autrement plus vertigineux que les affaires de mafia russe ou d'argent de la drogue. André Lucie est dans le viseur de la justice luxembourgeoise. Le président de Clearstream est soupçonné d'escroquerie fiscale, faux et usage de faux, fabrication de faux bilans, non-dénonciation de délits financiers, blanchiment d'argent. Lucie et sa garde rapprochée sont débarqués. Le système est repris en main. Un audit est confié à Arthur Andersen,
qui mobilise une trentaine de consultants pour disséquer les usages de la chambre de compensation. C'est un moment très intéressant à vivre, puisque on se dit qu'avec des livres, on va effectivement changer la donne, puisque le PDG de cette boîte va être viré, il y a une enquête ouverte à Luxembourg, tous les magistrats nous appellent, il va y avoir un moment d'excitation formidable, avant et après la sortie, d'inquiétude aussi, puisqu'il y a des pressions pour que le livre ne sorte pas, puisqu'on a il y a des avocats qui commencent à se manifester, etc. Et à la fin de cette enquête, je fais faire une autre rencontre qui va être absolument déterminante, qui est la rencontre avec Régis Semple. Régis Semple a été responsable de l'informatique de Clearstream, puis vice-président de l'entreprise. Il a été licencié en 1992, après 20 ans de loyaux services. Je sais que Bacchus m'en a voulu d'avoir vu Hempel, mais Hempel avait une connaissance, il est resté dans la boîte beaucoup plus longtemps que Bacchus. Lui, à l'époque, il était vice-président de la firme, il était responsable de toute l'informatique, il avait un bon salaire, et il s'est retrouvé du jour au lendemain, viré, sans indemnité, sans salaire, sans rien, à devoir se démerder. Et donc, il m'a parlé parce que je lui ai amené une vengeance formidable. Et si tu veux, à un moment donné, il me balance cette ogive qui est mais moi, mon boulot, c'était d'effacer les traces des transactions. Effacer les traces des transactions ? Ouais. Et là, je lui dis, mais comment ça et tout. Et là, il commence à me donner des détails. L'essentiel, il me dit, moi, mon boulot, donc j'ai été chargé de l'informatique, j'avais des programmeurs sous mes ordres. Et tous les matins, le service clientèle me disait, quand tu vas avoir tel numéro ou tel numéro, parmi les milliers de transactions qu'il faisait derrière son écran, forget it. Il créait une fausse panne informatique et la transaction disparaissait. C'est-à-dire que Clearstream ne gardait plus en mémoire les traces des transactions. Je suis content de te voir. Tiens, je t'embrasse. Oui. Salut. Donc quand Révélation est publié, on en parle beaucoup, ça y est, Denis Robert lève le voile sur la compensation internationale, les dérives potentielles de Clearstream, il y a une mission d'information parlementaire, il y a une enquête qui est ouverte aussi au parquet du Luxembourg. Toi, ça te dérangeait pas qu'il y ait ce double système? Ça faisait partie du truc depuis le début. Non, ça, je m'en foutais. Ben non, mais je sais bien que tu t'en foutais. Sur l'effacement des traces, concrètement, avec un exemple basique, effacer les traces, c'est les traces de transactions, mais en gros, on efface quoi? On efface, disons, c'est très technique, je vais dire, il faut comprendre. Hein. On efface la transaction. Le résultat, à la fin, c'est le même, parce que les soldes, à la fin, il y a un solde titre et un solde monnaie, cash, qui doivent être la même chose. Donc, si on fait une transaction qu'on place du cash et qu'on enlève ou qu'on remet des titres, en fin de la journée, la balance est la même. On enlève la transaction, mais la balance du compte est à zéro, c'est la même. Effacer des traces, ça veut dire concrètement qu'on efface ce qui constitue notre échange, oui. Mais que vous, au final, on ne va pas voir que vous avez des titres, on va juste voir que vous avez une somme lambda. Un solde, oui. Donc si on regarde au final et qu'on n'a plus le chemin, votre solde et mon solde n'ont absolument pas bougé. Voilà. Donc on ne peut pas prouver, on ne peut même pas savoir que je vous ai vendu des titres. Voilà. J'ai donc deux autres questions. La première étant, quel est l'intérêt d'effacer une transaction? La question n'est pas bien posée. Je vous la reformule. Pourquoi est-ce que vous souhaiteriez que cette transaction n'apparaisse pas? Je peux aussi la reformuler. Il faut la reformuler, parce que là, je vais vous répondre, mais il faut bien la formuler. Vous devez regarder vers l'argent, vous savez. Quel est l'intérêt pour moi qu'on ne sache pas que je vous ai transmis de l'argent, transféré de l'argent? C'est ça la question. Okay. Quel est l'intérêt? Vous devez répondre vous-même. Je vais Moi, j'ai des titres, vous me donnez de l'argent. D'où est-ce que ça vient, cet argent? Si vous avez avec un chiffre assez grand, d'où est-ce que ça vient?
Et si on efface la trace, on ne vous demande pas cette question-là. Puisque finalement, j'ai pas gagné d'argent, j'ai pas perdu d'argent, rien n'a changé. Voilà. Puisque tu as des titres. Puisque j'ai des titres. Voilà. Donc on peut penser que c'est un système qui est très utile dans le cadre de versement d'argent dont l'origine ne soit pas très légale. Occulte, ils ne sont pas légaux, occulte. Occulte. On efface une transaction pour blanchir de l'argent, puisqu'on ne voit pas que l'argent permet d'acheter des actions. Donc il revient dans le système de manière totalement légale. C'est une possibilité. Donc à partir de là, on peut penser de loin à des marchés, l'exportation d'armes, toutes ces choses-là, enfin tout ce qui peut donner lieu à versement d'argent occulte. L'étau se resserre autour de Clearstream. Si les dissimulations de l'argent sale sont possibles, Denis Robert démontre également que certains États ont eux aussi leur compte chez Clearstream. L'effacement des transactions peut donc occulter l'intervention de certaines banques centrales qui, à l'abri du regard des marchés, peuvent soutenir en sous-main leur propre monnaie, racheter ou revendre leurs propres dettes, ou celles d'autres pays. Les déclarations de Régis Semple sur la dissimulation des traces sont explosives. Le parquet du Luxembourg n'a plus d'autre choix que d'ouvrir une enquête préliminaire contre Clearstream pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux, faux bilan, blanchiment d'argent et escroquerie fiscale. Et maintenant, au centre de tous les regards, Régis Semple. C'est Régis Semple qui s'est présenté au parquet et qui, tout à coup, a parlé d'un système de manipulation systématique dans l'informatique de la Clearstream. Et donc, après que Hempel a rencontré les deux spécialistes de la commission de surveillance du secteur financier, et juste un moment avant d'ouvrir l'instruction judiciaire, que j'étais allé voir l'actionnaire de référence de la Clearstream. Et l'idée était toute simple. Est-ce qu'il serait possible, le cas échéant, de s'assurer la collaboration de l'actionnaire principal, car si on avait dû le faire avec le fameux gyrophare sur le boulevard Royal ou un autre boulevard ici à Luxembourg, cela aurait certainement mis en péril, ou en tout cas sérieusement perturbé le fonctionnement de la société. C'est par la suite que vous allez faire les différentes perquisitions, enfin faire la perquisition chez Clearstream, début juin 2001. Donc on est allé dans les locaux, donc, en premier lieu le juge d'instruction, représentant du parquet, les enquêteurs du service de police judiciaire, et avec Hempel dans les locaux de la Clearstream, qui a dès le début coopéré. Et on a mis le témoin Hempel en face des systèmes informatiques. Et qu'est-ce que va trouver Hempel? Rien. Et vous ne pensez pas que le fait que vous ayez parlé avec peut-être l'état-major de Clearstream avant la perquisition, le fait que Hempel n'ait rien trouvé, est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions? Non. Non. Est-ce que l'effet de surprise n'est pas quelque chose qui est fondamental dans ce contexte, dans ce cadre d'enquête-là? Rien ne peut disparaître. On est allé voir dans les archives, une partie des archives était dans l'immeuble même, il y avait une sorte de mirror de ces archives à un autre endroit, tout a été vérifié et on n'a pas eu la possibilité de faire disparaître quelque chose. D'accord. Régis Hempel a une toute autre version de la perquisition, mais peu importe. À partir du moment où l'état-major de Clearstream est prévenu à l'avance de cette perquisition, il est sans aucun doute en mesure de prendre des dispositions. Les manipulations sont possibles. Régis Hempel viendra également témoigner devant la mission parlementaire conduite par Vincent Payon et Arnaud Montebourg. Les députés publient leur rapport au début de l'année 2002. La France n'est pas en pointe dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de l'argent sale, qu'il soit venu de la drogue, de la prostitution ou de différents systèmes mafieux. C'est la conclusion très nette
d'un rapport parlementaire présenté ce matin. On vient de faire l'euro, et bien maintenant il faut en quelque sorte, sur cette autoroute financière immense où il n'y a pas de terre-plein, il y a très peu de lignes jaunes, pas de gendarmes, jamais de radar, remettre un peu d'ordre public. Car pour l'instant, l'Europe est une passoire. Forteresse financière au cœur de l'Union européenne, véritable obstacle à la lutte contre le blanchiment, le Luxembourg n'est pas épargné dans le rapport publié par les députés français. Malgré quelques progrès, le Grand-Duché reste donc un paradis fiscal, financier, mais aussi judiciaire. Si un juge envoie une commission rogatoire au Luxembourg, il peut souffrir d'une procédure qui n'existe presque plus qu'au Luxembourg, qui sont les voies de recours. Et donc il y a beaucoup de temps avant qu'il obtienne satisfaction. De la même façon, il y a des styles de société qui permettent de dissimuler l'identité en fait de ceux qui se cachent derrière. Il y a donc comme ça un certain nombre de problèmes qu'il faut résoudre si on veut se donner les moyens de lutter contre la criminalité transnationale. Luxembourg, après la guerre, c'est le Limousin. Il y a 3 banques et des vaches. Il n'y a rien de plus. Et vous vous retrouvez 30 ou 40 ans après avec une des plus grandes places financières du monde. Il faut avoir vu la rue centrale de Luxembourg. Vous avez le Crédit Lyonnais, Nomura, vous avez toutes les banques qui sont là. Et ce qui est inouï, c'est que c'est une société rurale dans lequel tout le monde est le cousin de un tel, etc., qui se retrouve à faire fonctionner une des plus grandes places financières du monde. Donc ce mélange est hallucinant au Luxembourg. Révélation, la pression médiatique et la mission d'information parlementaire française, qui décrit le Luxembourg comme un paradis fiscal et judiciaire, déstabilise le Grand-Duché. Une crise diplomatique éclate entre Paris et Luxembourgville. Luc Frieden, qui est à la fois ministre du Trésor et ministre de la Justice, convoque la presse. J'aimerais bien vous dire bienvenue au paradis. Malheureusement, il n'en est rien. Vous avez, comme nous, pris connaissance ce matin du rapport Payon-Montebourg sur le Luxembourg. C'est un ensemble de clichés, de préjugés, d'affirmations qui sont faites sur base de déclarations de certaines personnes, mais qui ne sont rarement vérifiées sur le terrain. Soit on est, les témoins de ce livre ou de cette enquête sont des mythomanes, on commence à être un certain nombre à être des mythomanes, parce qu'il y avait Bacchus, maintenant il y a Hempel, il y en a d'autres, il y a Payon-Montebourg. Donc à un moment donné, pour nous attaquer en diffamation, il faut attaquer Hempel pour faux témoignage. Autrement, je veux dire, il n'y a pas deux réalités, il n'y en a qu'une. J'utilise les moyens de la démocratie pour vous expliquer que ce qui a été affirmé ne correspond pas à la réalité. Et donc je crois que c'est là, quand il y a des preuves pour certaines choses, j'estime qu'il n'y a pas ces preuves. J'ai essayé, tant en matière de blanchiment que d'activité bancaire que d'entraide, pour vous démontrer exactement le contraire de ce qui est affirmé. Quelle d'autres questions ? Des questions, Denis Robert s'en pose encore, alors même que Clearstream lance contre lui 2 procédures judiciaires, le début d'une longue, très longue série. Malgré les procès qui débutent, Denis Robert est chaque jour un peu plus habité par son enquête sur la chambre de compensation. À la fin de l'année 2001, le téléphone sonne à mon bureau et j'ai un type, une voix assez jeune qui me dit je m'appelle Jonathan Gantry, j'ai des documents qui peuvent vous intéresser. C'est quoi ces documents ? C'est un listing qui contient 33 341 comptes qui date de septembre 2001. Je sais que vous enquêtez sur Clearstream encore et vous avez des procès, etc. Je pense que ce document peut vous aider. Et il vient me voir, et je vois un bonhomme beaucoup plus jeune que ce que j'avais imaginé, et il m'explique qu'il ne s'appelle pas Jonathan Gantry, mais Florian Bourges, et que lui a travaillé chez Arthur Andersen. Il était chargé d'un audit suite à la sortie de Révélation, et au début, il n'y croyait pas du tout aux révélations. Et en fait, en fouillant, il a vu qu'il y avait beaucoup de panne informatique, que ça correspondait au témoignage d'Hempel, et il a essayé de le dénoncer dans son audit, mais son employeur a déchiré tous les mémos qu'il avait faits.
L'audit a été payé 16 millions d'euros. Ça, on l'a su au moment du procès, mais c'était un chiffre qui était on m'avait dit 10, mais en fait c'est 16. 16 millions pour un audit qui n'a pas été publié, mais on est où? Enfin, ça sert à quoi? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont payé? Qu'est-ce qu'il y avait dans cet audit? Tout ça, circuler, il n'y a rien à voir. Forget it, comme dirait Hempel, on oublie. Alors que c'est passionnant, quoi. Pourquoi? Comment? Donc, Florian Bourges, il a décidé, pour m'aider, et puis pour que ce scandale sorte, de me filer ce listing. Évidemment, ni lui ni moi n'imaginons une seconde ce qui va nous arriver après, quoi. Florian Bourges est la troisième source qui confirme les révélations sur Clearstream, pièce maîtresse du système financier international. Un système dont on comprend aujourd'hui la perversité, les crises dévoilant l'abîme dans lequel le capitalisme financier précipite la civilisation. Journaliste de combat, Denis Robert multiplie les papiers et les interventions dans la presse et se lance dans l'écriture d'un nouveau livre, étayé par les listings de Florian Bourges. Face à lui, Clearstream intensifie les poursuites. Il comptabilisera au total 62 procès et 312 descentes d'huissiers. Ce matraquage judiciaire jette progressivement le doute sur lui. Et la chambre de compensation devient, pour Denis Robert, une véritable obsession. Effectivement, je suis pris dans un engrenage et est-ce que j'avais le choix? C'était assez dur à comprendre parce que tout le monde me dit mais pourquoi tu t'acharnes là-dessus, pourquoi tu continues et tout. Et c'est pas moi qui m'acharne, c'est pas moi qui continue. C'est pas moi qui dépose les plaintes contre moi, c'est pas moi qui nie. Je veux dire, j'étais obligé, obligé d'une manière strictement journalistique, déontologiquement, comment pouvais-je ne pas continuer, ne pas me justifier, ne pas expliquer pourquoi j'ai fait tout ça. J'en peux plus de cette histoire. Moi, ma vie est aussi ailleurs. Pour le journaliste, l'obsession va bientôt tourner au cauchemar. Les documents que lui a donnés Florian Bourges deviendront les très fameux listings de l'affaire Clearstream. Donc en février 2003, vous allez rencontrer un homme qui va vous faire basculer dans une spirale infernale. Imad Laoud, est-ce que vous pourriez nous... Denis Robert va effectivement plonger dans une spirale qui va l'emporter dans une toute autre histoire. Une histoire qu'il n'aurait sans doute jamais osé écrire. Imad Laoud, l'agent des services de renseignement français qui piste l'argent de Ben Laden, va bientôt faire une entrée fracassante dans sa vie. Souvenez-vous, Laoud dit posséder au Liban des documents sur l'argent de Ben Laden. Il a par ailleurs connaissance des écrits du journaliste. Il s'y intéresse et convainc Antoine, son officier traitant pour la DGSE, qu'il doit se les procurer. Donc il fallait que je récupère ces documents-là, qui étaient au Liban, et en même temps, il nous fallait, pour mettre en face et puis pouvoir cocher, l'annuaire des comptes chez Clearstream. Et Denis Robert l'avait. Donc je propose tout simplement à Antoine d'aller voir Denis, de l'approcher, donc d'aller au contact, comme on dit, et de voir si, oui, il a vraiment la liste des clients, et puis deux, carrément envisager, pourquoi pas, de la dérober si besoin est, s'il l'a vraiment. Donc j'en parle à la DGSE, et donc on monte l'opération Denis Robert. J'ai l'autorisation de la DGSE pour y aller, et j'y vais. Je vois arriver un type en costard, propre sur lui, petites lunettes attachées caisse, et donc c'est Imad. Vous n'y allez pas non plus la fleur au fusil, si je puis dire, puisque le... Ah non, vous avez été... racontez-nous du coup à quel moment... Non, j'y suis pas du tout allé la fleur au fusil. Antoine a fait un criblage de Denis Robert à la centrale, il a vérifié ce qu'ils avaient comme information sur Denis.
Donc en somme, c'était un peu gaucho, mais il est gentil, il n'est pas très méchant. C'est un peu la personne qui se bat contre le grand capital, etc. etc. Donc bon, et puis on décide d'un brief. Qu'est-ce qu'il faut que je raconte à Denis? Très tôt, il me dit qu'il a été en prison pour une escroquerie, mais dont il est victime. Et il m'explique qu'il a besoin de mes listings pour retrouver la trace de partenaires financiers à lui qui ont ouvert des comptes dans les îles Vierges et qui l'ont escroqué. Et là, Denis a été extrêmement gentil et très ouvert. Et il me dit, ensuite j'ai lu vos bouquins, vous avez fait un travail extraordinaire. Moi-même qui utilise Clearstream comme l'eau du robinet quand je travaille dans les salles de marché, j'ai appris des choses en vous lisant, donc il me passe de la brosse à reluire et tout ça. J'ai fait une erreur, c'est que je n'ai pas choisi de prendre une fausse identité. Il me dit que voilà, son frère s'appelle Marwan Laoud, il est président de la branche armement chez EADS. Enfin, c'est quelqu'un qui a un état civil, c'est quelqu'un qui ne ment pas sur son identité, c'est quelqu'un qui a été trader, qu'on voit dans un film d'Éric Rochant sur la bourse. Donc, j'ai aucune raison de mettre en cause ce type, quoi. On va tous les deux tout seuls à son bureau, et là, il grave les éléments, il me les donne, et je repars avec. Le lendemain de la récupération des listings, un rendez-vous est fixé entre Antoine et Imad Laoud. L'officier de la DGSE écrit « Ambiance détendue. Sujet traité. Déplacement d'Imad Laoud à Metz. Fourniture reçue. 2 CD-ROM contenant selon Imad Laoud la liste des comptes numérotés et non numérotés domiciliés chez Clearstream, avec leurs ayants droit, les mouvements financiers ayant transité par cette banque. » En page 2, Antoine poursuit. Imad Laoud a profité d'un appel téléphonique reçu par Denis Robert de plus de 20 minutes pour copier un maximum de données. Parce qu'à la DGSE, justement, enfin, vous dites que c'est vous qui les avez récupérés profitant d'un appel qui leur est passé. Ça. Alors, d'abord, je n'ai jamais dit ça à la DGSE, puisque Denis me les a gentiment donnés, donc je ne vois pas pourquoi il fallait dire je les ai volés. Je sais pas, moi je m'en tiens au... Oui, mais on m'a posé la question. Bon, non, Denis, oui, il est parti au téléphone à un moment donné, et on était tous les deux dans son bureau. Son vieux Mac était en train de graver, donc voilà, j'attendais sagement que ça se termine, et puis je suis reparti avec. Ce listing, je l'ai donné déjà à des tas d'autres personnes, donc j'ai aucune raison de ne pas lui donner. Je serais fou de l'envoyer balader, dire non, j'ai pas envie, vous êtes Libanais, je veux pas travailler avec des Libanais, quoi. J'avais quoi pourquoi j'aurais dit non à un truc comme ça? Si l'opération Denis Robert a fonctionné comme prévu, il n'en est pas de même pour les documents que Laoud dit posséder au Liban. Les fameux documents sur l'argent de Ben Laden. Les tentatives de récupération se succèdent et échouent. Le service commence à trouver le temps long et à douter de la fiabilité de son nouvel agent. Antoine écrit. Il est désormais impératif de se montrer un peu plus directif avec Imad Laoud, notamment afin d'éviter tout dérapage concernant les documents dont la récupération est une priorité absolue. Une pause s'imposera dès la récupération des documents intervenus, afin de réfléchir sérieusement à l'avenir du contact, même si ces mois sont comptés. En ce printemps 2003, Imad Laoud pressent que ses relations avec le service sont en train de se fissurer et que le nouveau statut social qu'il s'est construit va peut-être lui échapper. Comment Imad Laoud, l'ancien trader, l'ancien patron de fonds d'investissement, comment Imad Laoud, l'agent des services secrets, va-t-il une nouvelle fois se refaire? L'histoire est sur le point de basculer. La suite va s'écrire dans le cercle très fermé des vendeurs d'armes.